Eh bien, bonjour à tous. Voilà, j'ai un peu enquêté sur cette expression LGBTQIA+, si je ne me trompe pas, de mémoire. Donc effectivement, il y a une forte composante, une certaine masse aux États-Unis, localement, qui est dans ce mouvement. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes déclinaisons, des définitions de cela, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on met dans des cases. Quelle est l'origine de ces cases? Enfin, donc on met dans des cases je sais pas comment dire, des gens qui vont s'y mettre en fait d'eux-mêmes, qui vont s'énoncer d'eux-mêmes dans ces cases. Donc, pour faire court sur cette vidéo, parce que j'ai pas beaucoup de temps, ce que je peux simplement dire, c'est que c'est un univers extrêmement intéressant. Et l'impression un peu finale, somme toute, que j'ai retenu un peu de tout ça, c'est qu'en fait, j'ai quand même l'impression que l'amour avec un grand A est très aliéné, en fait. Quand j'ai parcouru Internet, j'ai vu des sites de rencontres coquins, des sites de rencontres, comme vous avez certains sites de rencontres connus dont je dirais pas le nom, et effectivement, toujours orienté un peu sexe, et comme ça, un peu plaisir de l'instant, enfin, vous voyez, tout ça. Bon. Donc j'ai l'impression que sur la toile Internet, il y a une espèce de grand autre qui est à l'intérieur du grand autre qu'est Internet sur le plan du cyberespace, et qu'il y a ce grand autre un petit peu où les loups vont avec des loups, où les loups vont avec des brebis, enfin il y a un petit peu tous ces mélanges. Enfin, c'est-à-dire en fait un chaudron de l'hétérosexualité, et qu'en fait elle n'a pas très bonne allure. Elle n'a pas fière allure, cette hétérosexualité. On pourrait dire de la même manière, pourquoi pas, et qu'est-ce que j'en sais pour ce qui est de l'homosexualité. Il faut savoir une chose, c'est que avant que LGBT, QI, etc. existe de cette façon aussi affirmée qu'aujourd'hui, pendant longtemps, les homosexuels étaient souvent la proie d'attaques, de, de bastons, de choses vraiment qui ont été épouvantables, évidemment, dans l'histoire. Euh, donc, depuis que effectivement les institutions se sont ouvertes par rapport au droit, à la question de la liberté contre l'oppression, c'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait un terrain propice, un terreau fertile pour ce que des associations, quelles qu'elles soient, du milieu LGBT plus machin, puisse exister. C'est-à-dire que, effectivement, là, je vous montre un plan où, sur le petit point, la petite épingle rouge, vous avez l'adresse du centre LGBT. Mais ce serait aussi le centre Equivox. Moi, je ne comprends pas très bien tout ça. Je pense que je manque d'éléments. Ça reste assez grossier et peu affiné ce que je vous présente là sur cette photo. Mais en gros, on voit bien que c'est situé aux alentours de Beaubourg, du centre Georges Pompidou. Et effectivement, on a l'impression d'un damier. Quand vous le regardez, cet espace urbain autour du centre Georges Pompidou-Beaubourg, vous voyez que c'est un espace plutôt en damier et qu'on a l'impression que les monuments sont dans des cases. Vous voyez qu'il y a un effet comme ça d'imbrication, d'extrême intrication urbaine de par cette densité-là des bâtiments. Voilà, c'est-à-dire que en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une forme d'ingénierie du monde social, euh, recourbé sur lui-même comme étant des canaux parallèles, des canaux qui se croisent. Enfin, sur le plan informatique, vous avez donc beaucoup de sites internet, effectivement. Et la question, pour ne pas perdre le nord dans mon exposé, eh ben, c'est de considérer que en ce qui concerne Equivox LGBT, eh bien, on pourrait dire que, à la vue de tout ça, j'ai l'impression que, comme il y a une aliénation, si vous voulez, qui n'est pas réductible dans le monde avec un grand M, de l'amour avec un grand A, eh bien, on trouverait une forme de pacification, de, de presque de tendresse, j'ai envie de dire, entre guillemets, maternelle, ou de tendresse fraternelle en tout cas, au centre LGBT.
qui est aussi le centre Equivox, parce qu'apparemment il y a une superposition entre le QG LGBT et le QG d'Equivox. Donc, à vrai dire, moi, j'ai l'impression qu'en ayant regardé un petit peu les photographies sur leur site Facebook de Equivox, qu'effectivement, il y a eh ben, un très fort lien social. Donc ça, je trouve ça extrêmement positif, en fait, toutes ces photographies. Ça fait pas spécialement carte postale saturée d'Alabama, comme dirait Johnny. C'est plutôt un univers tendre, un univers où il y a une forte récurrence ben, dans les retrouvailles, hein, voilà, dans différents lieux. Finalement, on a l'impression d'un réseau, on a l'impression d'un espace-temps en réseau, une sorte de réseau avec des galeries, des salles comme ça qui se, qui se rapportent les unes sur les autres, qui se rapportent les unes aux autres. Et effectivement, c'est vertigineux, on a l'impression d'un réseau vertigineux par sa dimension, par son étendue spatiale, mais aussi temporelle, car c'est une association Equivox qui existe depuis très 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 longtemps. Et puis par-dessus le tout, comme s'il fallait une cerise sur le gâteau, ben, j'ai envie de dire que dans un monde agressif, dans un monde où il y a comment dire, une certaine nervosité, où effectivement dans l'entreprise, on ne sait pas à qui on a affaire, en fait, où le grand autre existe de manière permanente, on a l'impression que là, qu'on a affaire, qu'on rentre dans ce réseau, dans ce milieu, je veux dire, à un milieu familier où le grand autre tombe complètement et où l'on passe sous sa jupe pour prendre la lettre A majuscule avec ses deux jambes et sa barre horizontale, et ben on passe entre sa barre et ses deux jambes, on passe sous sa jupe et on se rend compte que finalement, eh bien, on est en terrain non pas miné, mais en terrain non pas hostile, mais en un terrain qui est plutôt familier, qui est accueillant et vivant. En ça, je trouve qu'il y a un fort degré d'éthique, comme pourrait le dire Merton, sur la question de l'éthos en sociologie, pour ce qui est effectivement donc de l'éthos, la notion d'éthos en sociologie, c'est vrai qu'on a plutôt le sentiment voilà, d'une éthique d'une communauté qui est assez frappant. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est, comme je vous l'ai dit, la dimension vertigineuse de ce réseau, surtout sur le plan de l'espace, en fait, plus que sur le plan temporel. Donc, c'est un endroit où vous voyez que, comment dire, il y a plusieurs salles, plusieurs pièces, un peu comme une sorte de méga appartement dans lesquels vous avez des énormes pièces, une énorme cuisine, une énorme salle de bain, enfin un énorme salon. Enfin, vous avez l'impression que si Zeus a été fendu de la tête par les Amazones, et ben on voit bien que les Amazones sont bien présentes et représentent bien un peu la castration de Zeus dans ce qui est de l'histoire du mouvement LGBT. Et puis, pour ne pas parler de l'année 1999 où ça a particulièrement émergé, mais voilà, on a l'impression que la question d'un lien en Amazon, mélangeant des hommes gays et des femmes lesbiennes, entre autres, disons, on a l'impression que cette immixtion, enfin, je ne parle pas d'immixtion, c'est un peu abusif de parler en ce terme, mais d'une forme de comment dire, de juxtaposition, en tout cas de collégialité, disons, de toutes ces personnes. Finalement, ça c'est quelque chose qui est très présent. Et donc, on a l'impression que justement, on trouve dans cet endroit une forme d'éthique que n'a pas l'extérieur, c'est-à-dire que l'extérieur, lui, est renvoyé au grand autre. C'est-à-dire que dans ce grand autre, on a des loups. Et quand les choses sont floues, pour la plupart des employés, que ce soit des salariés ou des gens à leur compte, ou des gens qui cherchent à s'inscrire, à prendre des prises avec des véritables tenailles, hein, c'est-à-dire essayer de vraiment d'attraper, de bien se fixer, un peu comme on le fait en escalade sur une falaise. Enfin voilà, on essaie le plus possible de s'arnacher avec des mousquetons, des cordes, etc. Tout un attirail avec toutes sortes
d'outils, bah, en fait, on se rend compte que c'est un peu à perte. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce grand autre du monde social, si vous voulez, est truché et joué par des forces qui viennent du néo-management, qui viennent d'une économie libérale, enfin, où la rudesse du monde du travail devient comment dire, pressurisée par effectivement l'impérialisme de la digitalisation, de la dématérialisation, de ce que les assurances deviennent de plus en plus, j'allais dire, puissantes, c'est-à-dire qu'en fait il y a une forme de tyrannie de par l'expertise, si vous voulez, et donc c'est vrai que il semblerait que dans cet environnement bouillonnant qu'est ce grand autre du monde social, hein, ce grand environnement avec un E, on a l'impression que la communauté LGBT qui regroupe Equivox notamment Il est 23 heures. enfin, on a l'impression que cet environnement c'est vraiment un sas de décompression, de dépressurisation, ce qui est un peu à double tranchant parce qu'en même temps, je veux dire que dans ce sas de décompression et de dépressurisation, en même temps, bien, comment dire, se pose la question du sens, et notamment la question du sens philosophique. Est-on réellement dans un espace de choses l'une, soit qui va être de la détente, du plaisir, donc une jouissance égoïste, un plaisir qui vise qu'à la détente de l'esprit, ou au contraire, est-ce qu'on va participer à une cause, à une défense, à une revendication, à une alternative, à une volonté d'alternative, une forme de militantisme avec une forme d'innovation argumentaire, avec une argumentaire suffisamment puissante qui puisse défaire des argumentaires précédentes, un peu comme si la théorie de la relativité ou restreinte était, la théorie de la relativité, je veux dire, au général, était redivisée ou remise en question par des nouvelles théories en physique sur la théorie du tout ou sur la théorie des nouvelles physiques quantiques qui sont à la lumière des ordinateurs quantiques, enfin, etc. Donc on peut dire que, effectivement, soit on y trouve dans ce milieu, dans ce sens de dépressurisation, un plaisir égoïste sur le plan physiologique et sur le plan neurophysiologique, soit on y trouve un travail acharné, ou un travail en tout cas assez stable, assez bien stabilisé, qui puisse produire une forme d'innovation, ou simplement, on pourrait dire très simplement, est-ce un sens philosophiquement ou sociologiquement qui tendent à, je veux dire, eh bien, à manœuvrer stratégiquement pour trouver une issue qui soit celle de l'éthique. Voilà. Alors, est-ce que, au fond, en voyant tous ces documents, cette éthique, elle est vraie ou pas? C'est une question. On pourrait dire, n'y a-t-il pas, dans cette communauté, par exemple, qui est Equivox, un certain suivisme, un certain conformisme, c'est-à-dire de se rattacher à une norme, moi j'ai appris en sociologie, qui est en fait le fait même d'une normologie, c'est-à-dire d'une narratologie, c'est-à-dire que en fait la narration est du côté de la norme, la narration peut pas être en dehors de la norme, et inversement, la norme dépend-elle de la narration, la norme est-elle générée, sécrétée par la narration, ou la norme est-elle sécrétée par une narratologie diffluente qui du coup réduit la norme à sa division. Enfin, vous voyez, on peut tourner ça comme on veut. En tous les cas, je me pose peut-être beaucoup de questions. Je vois que ça fait rire certains ou que ça rend suspicieux d'autres personnes. Mais en fait, ce sont quand même un minimum d'interrogations d'un chroniqueur des temps modernes, si je puis dire, qui puisse être intéressé par ces questions-là, qui se prononce beaucoup simplement dans le monde social. Et donc, en fait, cette norme LGBT a quand même le poids d'une norme sacrément lourde en acier trempé, quoi, je veux dire. C'est-à-dire que, tout comme on voit cet espace urbain en damier, eh bien, on a l'impression que vous avez des cases dans chacune de ces lettres LGBTQIA+, et vous avez donc une forte normation, une forte normalisation, qui fait qu'en fait, vous êtes plutôt passif dans ce damier, dans ces cases
qui elles sont un peu carcérales, entre guillemets. Quand on regarde le bâtiment de plus près, donc là je vais faire un zoom sur le bâtiment, eh bien, vous voyez, on a l'impression presque, voilà, d'une forme de, quand on voit en bas, là, je sais pas si vous voyez en bas de la rue, là, quand vous y passez, vous voyez des barreaux qui sont très prononcés, et on a l'impression d'une prison. Alors, tout ça est un peu ambigu. Euh, je veux dire, je ne dis pas du tout que ce lieu, en termes de feng shui, hein, je précise, puisse être quelque chose de carcéral où le chi est vite prisonnier, mais on a quand même l'impression que, effectivement, c'est un peu ambivalent, quoi. C'est un peu ambigu. Tantôt, on va dépressuriser, décompresser, on va prendre du plaisir à être ensemble, à parler le même langage, etc. Et d'un autre côté, on voit bien qu'il y a une sorte d'impasse, peut-être de limitation, quant à une forme de sens philosophique, de dépassement philosophique, d'un dépassement spirituel, d'un dépassement d'une argumentaire épistémologique et sociologique par rapport à comment est situé le progrès scientifique lorsqu'il est fait social, c'est-à-dire euh, dans la- comment dire, les formes de tension cognitive qui existent et de tensions émotionnelles qui existent entre les personnes homosexuelles et les personnes hétérosexuelles et ces soubassements historiquement présents qui ont été négatifs. C'est-à-dire qu'en fait, on se demande si effectivement on peut y trouver un questionnement qui puisse en provoquer un autre, enfin bon, un questionnement qui puisse se prolonger, peut-être pourquoi pas à l'infini. En tout cas, voilà, c'est une question que je soulevais. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et moi, je suis prêt à en savoir un peu plus sur ce milieu LGBT et notamment Equivox. Voilà, je vous remercie. Merci bien.